Frédéric Valletoux, est-ce qu'on a là les mesures suffisantes pour régler le problème de l'hôpital public? Visiblement, pour les soignants, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, je comprends que les soignants, effectivement, qui vivent tous les jours l'effondrement de notre système de santé, aussi bien à l'hôpital qu'en médecine de ville, effectivement, aient hâte que le gouvernement entame les réformes. Moi, ce que je voudrais déjà saluer, c'est que le président de la République porte un regard qui est un regard complet sur l'ensemble du système de santé. Le sujet, c'est pas l'hôpital, c'est encore moins l'hôpital dans ses quatre murs. Le sujet, c'est l'ensemble du système de santé qui aujourd'hui s'effondre et quelque part l'hôpital souffre aussi du fait que la médecine de ville, et le docteur, votre invité l'a dit à l'instant, l'a rappelé à l'instant, l'hôpital souffre aussi de l'effondrement de cette médecine de ville. Donc ça, c'est déjà un constat qui est global. Ensuite, c'est des perspectives de long terme. On ne réformera pas un système de santé qui est un paquebot lourd avec une seule loi ou une seule mesure. C'est l'affaire d'un quinquennat et les perspectives qui ont été ébauchées vont permettre maintenant de progressivement prendre en compte et organiser les mesures. C'est même l'affaire d'une décennie, si on se réfère à toutes les ouvertures de places ou la fin du numerus clausus annoncée lors du Ségur de la Santé, on aura vraiment une arrivée de personnel, en tout cas pour ce qui concerne les médecins, dans 10 ans. Mais là, la fin de la tarification à l'activité, la réorganisation du temps de travail, est-ce que ça peut avoir des effets sur les conditions de travail des soignants, puisque c'est visiblement là-dessus la priorité maintenant? Oui, mais ça, les soignants à l'hôpital travailleront mieux quand effectivement il y aura plus d'effectifs, quand effectivement les jeunes générations auront envie à nouveau de s'investir dans les métiers du soin. C'est pas qu'une histoire aussi d'ouvrir des places, par exemple, dans les écoles d'infirmières, parce que ça a déjà été fait. Et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans les études d'infirmiers, infirmières, et qui, après le premier stage, au bout de quelques temps, lâchent. Parce que finalement, c'est un métier difficile, qu'on les a peut-être mal préparés, peut-être que dès les premiers stages, on les envoie travailler dans des conditions difficiles. Donc on voit bien que c'est un ensemble global qui concerne le public et le privé et qui doit permettre effectivement qu'on réorganise les choses. On doit rebâtir le système de santé aujourd'hui. Et pour être concret, par exemple, dès mardi, on commence à examiner à l'Assemblée nationale un texte qui fait beaucoup parler les médecins et qui permet d'organiser ce qu'on appelle la délégation de tâches. Faire plus confiance aux paramédicaux, faire plus confiance aux infirmiers et infirmières, et notamment avec ce statut d'infirmier en pratique avancée qui demain pourra prescrire aussi, alors que jusqu'à présent la prescription était réservée aux médecins, non pas tout seul dans son coin, mais sous la responsabilité en coordination avec les médecins, mais de manière à libérer du temps médical pour les médecins, puisque une des priorités qu'a annoncé le président de la République, c'est aussi de libérer du temps médical pour les médecins, aussi bien d'ailleurs à l'hôpital qu'en médecine de ville. Donc il y a des lignes à faire bouger, qui ne sont pas faciles à faire bouger parce qu'on touche à des habitudes. Je ne vais pas dire qu'on touche à des corporatismes, mais parfois ça l'est. On touche en tout cas à des habitudes. Il faut faire plus confiance à des personnels qui sont soignants, qui sont formés, même s'ils ne sont pas médecins et qui ont l'expérience. Et puis progressivement, on fera bouger les lignes. Ça, c'est, je pense, important. Alors, Agnès Ricard-Ribon, comment est-ce que vous les jugez, ces mesures du